bienvenue à toutes et à tous, et en particulier aux personnes qui nous rejoignent pour la première fois, qui rejoignent pour la première fois l'apéro d'éducation organisé par Changement pour l'égalité. Alors aujourd'hui est une journée particulière pour l'école en raison de la grève, mais aussi de par des inquiétudes qui nous reviennent de terrain concernant les réformes souhaitées par le nouveau gouvernement. Et donc vous avez une journée bien remplie déjà, et donc on vous remercie du temps dégagé pour participer à cette soirée débat. Alors très brièvement, en quelques mots, je vais vous présenter CG et le cadre de cette soirée. Donc, Changement pour l'égalité, c'est un mouvement socio-pédagogique, une association d'éducation permanente qui existe maintenant depuis 50 ans et qui regroupe des enseignants et des enseignantes de différents niveaux et réseaux de l'enseignement obligatoire, mais aussi du supérieur. Alors, notre objectif est de réduire les inégalités sociales qui se transforment en inégalités scolaires, et l'école, bien sûr, joue pour nous un rôle très important pour contribuer à les réduire. Alors, CG intervient à différents niveaux. Tout d'abord, au cœur de la classe, pour réfléchir ensemble aux pratiques et agir là où nous sommes, faire connaître, mais aussi proposer des façons d'enseigner qui prennent en compte la diversité des origines sociales des élèves. Alors, un autre niveau d'action, c'est dans la relation entre les familles et les acteurs éducatifs de l'école, mais aussi associatifs. Et nous agissons aussi sur le plan politique pour mettre en lumière quels sont les mécanismes qui conduisent notre système d'enseignement, mais aussi les pratiques de classe à fabriquer ou entretenir les inégalités, contribuer comme ce soir au débat sur l'école et émettre des pistes de changement. Alors, nos leviers d'action se situent à différents niveaux. Comme ce soir, on organise des conférences débats. Ici, l'idée, c'est bien sûr de mettre en débat des questions qui ouvrent notre système scolaire et notre enseignement à plus d'égalité. Donc, les apéros éducation, c'est quoi? C'est 4-5 rendez-vous par an sur différents thèmes, des questions chaudes au niveau pédagogique, didactique, mais aussi institutionnel et politique. Et donc, on invite différents intervenants. Ce sont des conférences à plusieurs voix. Et ensuite, dans la deuxième partie de la soirée, on a un moment d'échange avec vous, comme participants, comme praticiens et praticiennes. Voilà, l'idée c'est de réfléchir ensemble sur nos pratiques et de voir comment on peut agir là où nous sommes. Alors ce soir, le thème qui nous réunit est l'école inclusive. Alors ces dernières années, l'école a connu de nombreuses évolutions institutionnelles, organisationnelles et pédagogiques importantes en faveur de l'inclusion. En même temps, la Fédération Wallonie-Bruxelles reste marquée par une forte ségrégation scolaire et par l'orientation abusive d'élèves vers l'enseignement spécialisé, en particulier les élèves de milieux populaires. Donc on est encore bien loin d'un enseignement inclusif qui garantirait que chaque élève puisse aller à l'école en étant à égalité avec les autres et recevoir une éducation de qualité. Alors sur le terrain des écoles, les équipes éducatives ont parfois oscillé entre enthousiasme par rapport à ces évolutions, mais aussi scepticisme. Elles se sont adaptées, elles ont relevé les défis que nous souhaitons aborder ce soir. Alors, quelques questions parmi d'autres que nous traiterons ce soir, c'est qu'est-ce que l'enseignement inclusif et en quoi se distingue-t-il de l'intégration scolaire? Quels sont les aménagements raisonnables? En quoi consiste une classe ou une école inclusive? Et quels bénéfices cela apporte-t-il aux élèves? Comment cela se concrétise-t-il au quotidien dans les classes et les écoles? Quels défis ces évolutions posent-ils aux équipes éducatives? Existe-t-il des limites à considérer? Mais aussi, quels sont les principaux défis à relever pour parvenir à un enseignement réellement inclusif? Alors, pour aborder ces différentes questions et engager le débat, nous avons invité 5 intervenants et intervenantes que je vous présente brièvement.
Tout d'abord, et par ordre d'intervention, Jean-Pierre Counet, qui est ancien instituteur et président de la Ligue des droits de l'enfant. Normalement, ce soir, nous rejoignait Dominique Paco, qui est directeur d'une école fondamentale à Bruxelles, l'école Singelen, mais il a eu un imprévu et donc il n'a pas pu nous rejoindre ce soir. Et c'est sa collègue Barbara Ventien qui assurera toute l'intervention qui était normalement prévue en binôme. Et elle aussi est enseignante à l'école Singelen. Et enfin, Ingrid Griot et Harmonie Maquinet, qui respectivement directrice adjointe du LIRL et enseignante dans cette école. Et donc voilà, différentes interventions pour nous permettre d'avoir un regard sur l'enseignement obligatoire dans le fondamental mais aussi dans le secondaire. Voilà, sans plus tarder, je donne la parole à Jean-Pierre. Merci Benoît. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit avec le micro. Voilà, donc on m'a demandé de venir vous parler de qu'est-ce que c'est que l'inclusion, l'école inclusive. Alors, dans un premier temps, je vous présente. Sur quel bouton je pousse, moi? Voilà, c'est ça, ok. Voilà, je vous présente ma classe. Je n'y suis plus puisque je suis mentionné, mais c'était une classe inclusive. Donc, on m'a demandé de faire un peu l'état des lieux, enseignement spécialisé, enseignement ordinaire. Bon, vous le connaissez en général, hein, donc l'enseignement spécialisé était créé dans les années 70, simplement parce que les enfants n'avaient pas d'école, les enfants avec besoins spécifiques n'avaient pas d'école, et donc ils étaient dans l'enseignement ordinaire où ils n'étaient pas vraiment bien considérés, ou tout simplement ils restaient à la maison. Donc il y a des parents, des médecins qui ont porté le combat pour avoir des écoles autonomes. Et donc, c'est la richesse de Golden Cities, c'est dans les années 70, donc on a pu enfin construire de nouvelles écoles, et le fait que la population scolaire dans les années 60 aussi avait fortement augmenté. On a créé l'enseignement spécialisé, il y a 8 types d'enseignement. Si vous ne les connaissez pas, vous allez les voir tout de suite. Et donc, on parlait d'intégration des élèves dans l'ordinaire aussi déjà, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et enfin, on a mis un transport scolaire gratuit. Alors, je ne parlerai pas de transport scolaire, mais c'est souvent une grande souffrance pour les élèves. Quand moi j'ai un fils, j'ai toujours un fils qui a un handicap, il allait à l'école de Jordan à Genval, il mettait 3 heures le matin et 3 heures le soir. C'est 6 heures par jour dans les transports. Je suis un peu opposé à ce bazar. Et donc, depuis 70, on organise l'enseignement spécial. C'était comme ça, on n'appelait pas spécialisé, mais spécial. Et donc jusqu'en 2004. Et c'est à ce moment-là que l'on a sorti le décret organisant l'enseignement spécialisé. Et donc ça permettait quand même de faire l'intégration. Hein, il y avait 4 types d'intégration, permanente totale ou permanente partielle, et temporaire totale ou temporaire partielle. Les enfants étaient suivis par un plan individuel d'apprentissage que l'école devait remettre aux parents, ce qu'elle ne faisait pas souvent. Et l'intérêt était de développer des pédagogies adaptées. Jusqu'au 16 janvier 2021, donc on a un projet de décret. Non, avant ça. En 2009, nous avons obtenu l'intégration temporaire totale pour tous les enfants qui ont un trouble du comportement ou une déficience intellectuelle. Avant ça, c'était uniquement les enfants ayant des troubles sensorimoteurs qui pouvaient être intégrés dans l'ordinaire. Puis depuis 2009, on a eu l'autorisation de faire entrer tous les enfants, finalement, dans l'ordinaire, si les parents souhaitaient, avec l'aide du spécialisé. Mais en 2021, comme on vient de voir, il y a un petit changement, un projet de décret qui a dit, voilà, seuls les élèves à besoins spécifiques inscrits et fréquentant régulièrement l'enseignement spécialisé depuis le 15 janvier, c'est même remonté au 15 octobre, au moins sont susceptibles de pouvoir bénéficier du mécanisme de l'intégration à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante. Autrement dit, il y avait les bons enfants handicapés et puis il y avait les mauvais. Ceux qui n'avaient pas la capacité de comprendre ou qui bougeaient trop, eh bien, ils devaient passer au minimum 1 an
ils doivent toujours passer un minimum 1 an dans l'enseignement spécialisé. Et c'est l'école spécialisée qui va décider si l'enfant peut être intégré dans l'ordinaire ou pas. Ce n'est plus une école ordinaire qui dit je voudrais intégrer un enfant avec un besoin spécifique, avec l'aide du spécialisé, mais peut plus. C'est l'école spécialisée. Et donc, voilà, c'est le texte. Et donc, le Conseil d'État, fort heureusement, a condamné ce texte. Il a trouvé qu'il y avait une différence entre les enfants à troubles sensorimoteur et les enfants avec déficience intellectuelle ou comportementale. Et donc, il faut changer le décret, mais il le laisse, enfin, il n'a pas été encore modifié, il ne le sera qu'avant la fin de l'année 2025-2026. Et ce sera seulement en 2026-27 qu'on pourra réintégrer les enfants. Alors, les orientations vers l'enseignement spécialisé, on en a parlé. C'est souvent des enfants venant de familles les plus, je veux dire, les plus pauvres, en tout cas, ou qui n'ont pas toujours les codes de l'école. Alors, on voit ici les différents types. Et donc, vous voyez que le type 1, c'est le retard mental léger. Il y a beaucoup d'élèves. Alors, ça date de 2010-2011. Il faut savoir que je veux dire, le camembert est toujours la même proportion, mais il y a beaucoup plus. Les chiffres sur les côtés sont beaucoup plus importants, parce que l'orientation vers le spécialisé n'a jamais cessé. Et donc, les handicaps, je veux dire, surdité, malentendance, malvoyance ou problèmes physiques, ce sont les morceaux, ce sont les trois ici, les plus fins. Et donc, on a dirigé dans l'enseignement spécialisé essentiellement des enfants présentant un retard mental, modéré ou sévère, et des enfants ayant des troubles du comportement. Et vous pouvez voir que selon l'indice socio-économique des familles, eh bien, c'est les indices les plus bas, donc les plus faibles, qui ont le plus d'enfants orientés vers le spécialisé. Comme si, dans une famille riche, il y a moins d'enfants qui ont un déficit intellectuel que dans une famille pauvre, c'est des bêtises. Et donc, ce sont les écoles qui orientent. Et elles orientent de plus en plus. Elles orientaient de plus en plus. Aussi le type 1. Donc, l'évolution du type 1 depuis 89-90, on voit que ça s'est passé à 100% d'augmentation. Maintenant, ça descend un petit peu. Mais donc, ça fait toujours énormément d'enfants qui sont dirigés vers le type 1. Le type 3, ça c'est le trouble comportementaux, il est toujours en augmentation. Il ne diminue pas. Le type 8, on aime bien le type 8 dans les écoles parce que voilà, le type 8 c'est les troubles instrumentaux, donc des enfants qui ont une dyspraxie, une dysphasie, des choses comme ça, des gros troubles d'apprentissage, des gros, hein. Et dans les classes de type 8, on retrouve essentiellement des familles de milieux populaires qui mettent leurs enfants là. Donc, que les écoles orientent. Alors, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'est-ce que c'est que l'école inclusive? Eh bien, c'est le pacte pour un enseignement d'excellence qui nous l'explique et dit que l'école inclusive est définie comme permettant à un élève à besoin spécifique de poursuivre sa scolarité dans l'enseignement ordinaire, moyennant la mise en place d'aménagements raisonnables d'ordre matériel, pédagogique et ou institutionnel. Organisationnel. Merci. Pardon? Je donne mon avis. Voilà. Je vais faire venir deux grands acteurs pour... C'est n'importe quoi. En fait, la Fédération Wallonie-Bruxelles ne sait pas ce que c'est l'inclusion. C'est l'UNESCO qui a créé le concept de l'inclusion il y a pas mal d'années. Et donc, l'inclusion est considérée comme un processus visant à tenir compte de la diversité des besoins de tous les apprenants et répondre par une participation croissante à l'apprentissage, aux cultures et aux collectivités et réduire l'exclusion qui se manifeste dans l'éducation. Je présente toujours l'inclusion comme étant un long chemin. En fait, l'inclusion totale n'existe pas. Parce que tout simplement, il va falloir s'adapter en fonction des élèves qu'on a. Et donc, je présente l'inclusion comme le bout du terrain, tout simplement l'horizon.
C'est un horizon à atteindre. Et donc, quand on marche sur le terrain, on avance de plus en plus, et puis on va arriver au niveau de l'arbre. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, que de l'autre côté, le chemin continue encore. On n'arrive jamais à l'horizon. Et donc, l'inclusion, c'est toujours un chemin à passer. Et donc, la définition de l'UNESCO suppose la transformation et la modification des contenus, des approches, des structures et des stratégies, avec une vision commune qui englobe tous les enfants de la tranche d'âge concernée, et la conviction qu'il est de la responsabilité du système éducatif général d'éduquer tous les enfants. Alors d'habitude, on présente toujours l'inclusion avec un enfant en chaise roulante. On dit, ah voilà, moi c'est une classe inclusive. Mais non, il faut mettre aussi Sarah, qui a une trisomie 21. Il faut mettre Jacques, qui a un autisme, et André, qui a des troubles du comportement. Tous ces enfants à leur place dans la classe. C'est ça l'inclusion. Ils ne doivent pas être dans un autre système ségrégé. Ils doivent être dans les classes ordinaires. On apprend à vivre ensemble, on apprend à accepter les différences des autres. Alors, c'est toujours selon l'UNESCO, il y a 4 éléments essentiels qui occupent généralement une place importante dans le concept d'inclusion. Donc, c'est un processus, ça je viens de vous le dire, je ne vais pas vous le relire, et donc c'est un processus qui ne finit jamais. Donc, il faut lever les obstacles, d'abord identifier, et puis lever les obstacles. Alors, les obstacles, il y en a plein, il y a des obstacles physiques, on l'a vu ici, hein, madame, désolé, mais voilà, c'est des obstacles physiques, mais des obstacles qui sont différents, donc, qui sont organisationnels, enfin bon, donc tout ce qui empêche les apprentissages sont des obstacles. Ils peuvent être visibles ou invisibles, intentionnels ou non intentionnels. D'habitude, c'est plutôt non intentionnel, mais on ne pensait pas à ça quand on construisait les bâtiments scolaires avant. Donc l'inclusion s'intéresse à la présence, à la participation et aux acquis de tous les enfants. Et enfin, l'inclusion nécessite qu'une attention particulière soit accordée aux groupes susceptibles d'être exposés à un risque de marginalisation, d'exclusion ou d'échec. Alors, que dit le droit fondamental? Alors d'abord, il y a la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit bien que la scolarité doit se faire sur base d'égalité des chances. Donc tous les enfants sont égaux sur cette base-là. La Convention relative aux droits des personnes handicapées dit que les personnes handicapées ont droit à un enseignement primaire inclusif et un enseignement secondaire inclusif. La Convention des droits de l'enfant ne parlait pas d'inclusion, ne parlait pas de handicap non plus, mais elle date de bien avant la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et les deux comités qui sont en charge de veiller au respect de ces conventions se sont bien mis d'accord en disant c'est la Convention des droits des personnes handicapées qui concerne aussi les droits de l'enfant. Donc il y a la Constitution belge, l'article 22 ter, qui dit que voilà, les personnes en situation de handicap, nous reviendrons sur ce mot, ont droit à des aménagements raisonnables, une inclusion dans la société. La législation anti-discrimination de la Fédération Wallonie-Bruxelles dit que si on refuse un aménagement raisonnable, c'est une discrimination. Ça date de 2008. La Convention européenne des droits de l'homme ne parle pas vraiment de l'inclusion scolaire, mais elle a condamné des pays sur base de l'article l'interdiction de la discrimination et l'article sur le droit à l'instruction. Et certains pays, donc la Roumanie, l'Italie, je pense que la Suisse aussi, ont été condamnés parce qu'ils n'incluaient pas des enfants dans leur école. Alors, la notion de handicap, comme disait la Constitution belge, être en situation de handicap, eh bien, c'est le modèle social du handicap. Avant, on parlait du modèle médical. On regardait la personne en disant « qu'est-ce qu'elle a celle-là » elle a un handicap, oh là là, c'est grave. Et donc, ici, c'est l'aspect social. Cette personne, quelles sont ses compétences, quelles sont ses qualités, que peut-elle faire? Plutôt que dire qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire. Donc, c'est le modèle social. Comment est-ce qu'on peut vivre avec cette personne dans un groupe, dans la classe par exemple? Et donc, le modèle social du handicap, eh bien, s'entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières
peut faire obstacle à leur pleine et affective participation à la société sur base de l'égalité entre les autres, avec les autres. Donc, on est handicapé que quand on est en situation de handicap. Donc, le handicap naît d'une interaction. Donc, j'ai pris les exemples. Un enfant qui a une jambe cassée, personne ne s'étonnera qu'il ait une chaise roulante. Une fille qui est sourde, qu'elle ait un implant cochléaire, et qu'un enfant aveugle ait un chien à l'école. Et donc, ce sont des aménagements raisonnables. Pourtant, l'enfant accidenté n'est pas en situation de handicap quand il est assis dans son divan. La petite fille qui a un implant cochléaire n'est pas en situation de handicap quand elle lit un livre. Et un enfant aveugle n'est pas en situation de handicap dans son lieu de vie, qui est tout à fait adapté à lui. Et donc, être en situation de... Avoir un handicap, voilà, on finira tous par le voir un jour, hein, si on vit très longtemps, vous savez. Voilà, on sera en situation de handicap dans certains moments. Hein, si je veux monter dans le travail-liège, il paraît qu'il n'est pas fait pour les personnes handicapées. Et si j'ai un handicap, je ne sais pas prendre le travail-liège. Donc, on ne va pas refuser... Ça, c'est un petit exercice, j'aime bien. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 6 minutes. Oui, j'ai encore 42 dire. C'est un petit exercice. Donc, un enfant dyslexique a-t-il droit à des aménagements raisonnables? Je suis sûr que vous avez la réponse, oui, hein, bien sûr. Mais bon, on ne sait pas très bien comment on lit un enfant dyslexique. Alors, je vais vous demander, on n'a pas beaucoup de temps, mais est-ce que vous savez de quel conte il s'agit? C'est un conte très connu qu'on raconte aux enfants. Et encore 10 secondes. Bravo, c'est bien la poule aux œufs d'or. Il était une fois un fermier qui avait une poule qui pondait un œuf chaque jour. Et donc, si on n'a pas les aménagements raisonnables qui permettent justement à quelqu'un de lire haut ou de simplement de lire qu'une phrase, hein, la première phrase simplement, eh bien, on ne va pas l'aider, ça ne passera pas de l'inclusion. Et donc, nous avons une définition, nous autres, un leader d'enfant, on a travaillé quand même pendant 2 ans. Hein. Ouais. Mémorandum pour une école inclusive. Il est téléchargeable sur notre site. C'est pour les longues soirées d'hiver parce qu'il fait 42 pages. Et donc, il reprend vraiment la vision de l'UNESCO sur l'école inclusive et nous l'avons adaptée à la situation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc pour nous, l'école inclusive concerne tous les élèves, avec toute leur diversité, qu'elle soit intellectuelle, physique, culturelle, sociale, de genre, de langue, d'orientation sexuelle. 3 petits points. Tout au long de leur scolarité, et non uniquement les élèves en situation de handicap, qualifiés actuellement à besoins spécifiques. Cette diversité fait la richesse de nos classes, de nos écoles et de notre société. Et donc, pour nous, l'école inclusive accueille tous les enfants, quelle que soit la multiplicité des besoins et la sévérité d'un handicap ou d'une maladie. Donc, je vais passer, parce qu'il y aurait beaucoup à vous dire. Donc, voilà, vous connaissez ces petits dessins. On voit tout de suite notre système scolaire, il est où d'après vous? Benoît, vous l'avez dit tantôt. En haut à droite, oui, tout à fait. Donc ici, dans l'exclusion, tous ceux qui sont hors de la norme, eh bien, ils sont marginalisés, ils sont mis à la porte ou à l'écart. Dans la ségrégation, c'est notre cas ici. Le groupe hors norme, donc toute personne hors norme est regroupée et mise à l'écart. Par exemple, l'enseignement spécialisé. L'intégration, eh bien, leur nom est regroupée, mais côtoie la norme dans l'espoir de la rejoindre, comme les classes à visée inclusive. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ce sont des écoles qui ont un bon fond, qui veulent aider des enfants en situation de handicap, essentiellement des enfants avec un autisme, qui mettent un bocal à disposition d'une école d'enseignement spécialisé. Je dis bocal, hein, je n'ai pas dit local, bocal, parce que c'est des petits poissons rouges qui tournent en rond et tous les autres élèves les regardent. En fait, on leur donne des surnoms gentils, hein, les petits potes, etc., les internautes, les cosmonautes, enfin bon, c'est gentil, mais ils sont toujours dans leur local et rarement dans les classes avec les autres élèves, très rarement. Et donc, la diversité, c'est la norme, c'est l'école inclusive. Alors, je vais passer ça. Ouais. Donc,
Ben voilà, l'inclusion, donc le hors norme, hein. Donc c'est centré sur l'individu, l'intégration plutôt. L'inclusion viendra après. On a besoin de spécialistes, une approche en termes de déficit qu'on utilise toujours en disant qu'est-ce qu'il ne sait pas faire. Un accompagnement spécifique aussi, c'est à l'enfant de s'adapter, c'est pas à l'école de le faire. Et il a droit à des aménagements raisonnables. Alors, on va tout de suite oublier le terme aménagement raisonnable parce qu'ils ne sont pas raisonnables du tout. Il faut qu'ils soient universels. En fait, quand vous donnez un aménagement à un élève, tous les autres doivent avoir exactement le même. Qu'ils aient un handicap ou pas, ou une situation de handicap, ça n'a pas d'importance. J'avais un enfant dyspraxique dans ma classe, il avait une calculette, parce qu'il avait en plus une dyscalculie, et donc tous les enfants avaient une calculette. Pas une dyscalculie, une calculette. Il passait en 5e année, et après il m'envoie un SMS sur WhatsApp, et il me dit « Ah, M. Kounen, moi je ne veux plus avoir de ménagement raisonnable. » Je dis « Enfin, t'en as besoin, pourquoi tu ne veux pas ?»« Ah, parce que tous les copains se moquent de moi à la cour. » C'est la stigmatisation. Il faut éviter ça. Et c'est pour ça que dans des classes comme des aménagements raisonnables, on donne à tout le monde. Le temps, plus de temps, tout le monde a plus de temps. Pas de points, personne n'a de points. Voilà, donc tout ce qu'on peut mettre en place comme aménagement raisonnable. Ah ben voilà, je termine rapidement sur l'inclusion, donc c'est l'inverse. Hein. C'est centré sur le groupe, ça s'appuie sur les potentiels et compétences de chaque enfant. On voit ce qu'il sait faire et pas ce qu'il ne sait pas faire. L'environnement est adapté, et s'adapte à chaque enfant. L'accessibilité est universelle. Tout le monde peut accéder. Les aménagements sont universels, je venais d'en parler. Et tout le monde est accepté sans distinction. Il n'y a pas des régimes spécialisés. Et la vie et le ressenti des parents sont pris en compte. On travaille avec les parents. Bon, je vous passe la suite, parce que là je vais exagérer. Mais voilà, je vais laisser passer ça. Donc je crois que j'ai fait un peu le tour. Voilà, merci. Bonsoir. C'est un truc de dingue quand même quand je suis devant ma classe, je me sens si légère, et puis je me retrouve devant des adultes et c'est la catastrophe. C'est compliqué pour moi, mais je suis là, donc je vais peut-être parfois me cacher derrière mes feuilles, ne m'en voulez pas. Donc un peu comme dans l'inclusion, parfois on fait ce qu'on peut. En même temps, quand on me parle d'inclusion, quand on me dit que je peux intervenir sur cette thématique, je peux pas refuser. Il y a une saveur particulière, j'ai envie d'être là, ça me booste et donc je me retrouve en difficulté devant vous. Mais voilà, je suis là avec le sourire, donc merci de m'accueillir. En fait, j'ai cette chance de vivre l'inclusion depuis plus de 20 ans, oui ça fait mal, mais depuis plus de 20 ans, et donc je trouve que c'est quand même assez dommage de garder toute cette expérience entre mes 4 murs de la classe. Alors je devais normalement être accompagnée de Dominique, mon directeur de l'école Singuelaine. Je parle trop fort. Il doit assumer une urgence, malheureusement, pour vous, surtout malheureusement pour lui. Alors on avait combiné un truc assez sympa, hein, une réalité, sa réalité idéaliste, d'une mise en place inclusive dans une école, avec un aspect théorique optimiste. Et puis moi, j'allais contraster avec une réalité de terrain, voilà, avec toutes ces fragilités qu'il faut parfois pouvoir assumer. Et donc ben là, aujourd'hui, vous n'aurez qu'une seule version, désolée. Je vais faire ce que je peux. Donc je suis enseignante depuis plus de 20 ans à l'école Singuelaine, dans une école inclusive, à pédagogie active, très important, je pense, pédagogie active. Je pense que les deux ne se combinent pas ou se combinent parfaitement bien. Si les deux ne sont pas ensemble, c'est plus compliqué. J'enseigne principalement en M3, en P1 et en P2. Donc, vous l'avez compris, en fait, dans ma classe, je ne m'ennuie jamais. J'ai des défis à mener chaque jour. Et puis, il faut avouer qu'on a une certaine fierté personnelle quand il y a des dizaines de défis qui sont surmontés par an. Et puis, bon, ben, il y en a... Je vais mettre plus loin. Voilà, désolée. Voilà. Là, ça va mieux ? Ok.
Et puis donc, il y a des défis qui n'ont pas abouti, et puis on va se dire que c'est une expérience qui me renforce. Alors, ma formation, je suis enseignante, et ma formation pour l'inclusion, en fait, aucune. Et puis c'est pas grave, parce que je pense que le principal, c'est d'oser, d'observer et d'ajuster, comme on peut. Alors, dans ma classe, j'ai une vingtaine d'enfants. Alors, il y a les 1, 2 ou peut-être 3 qui sont diagnostiqués avec handicap. Mais vraiment, est-ce que l'inclusion s'arrête là? En fait, je suis assez convaincue que tous, je ne sais pas combien il y a d'enseignants, mais que les enseignants que vous êtes, je suis convaincue que vous abordez déjà cette approche inclusive, parce que je pense que vous avez tous dans vos classes une combinaison d'enfants, tous si différents. Est-ce que, en tout cas, c'est ma perception des choses, est-ce que l'inclusion porte un autre nom quand on parle de Jules qui gère ses frustrations dans la démesure complète, ou qu'on parle de Nora qui règle ses conflits avec une intense violence, ou aussi Freya qui suivrait bien le niveau de 3 classes supérieures, ou Colline qui a des fragilités d'apprentissage. Je pense que tous, en fait, on est obligés dans nos classes de différencier. Alors, j'ai cherché longtemps pour arriver devant vous avec un mode d'emploi, et je suis désolée, je vais devoir vous décevoir, en fait, j'en ai pas. J'aurais tellement voulu me dire que pour chaque fragilité, j'ai une solution à vous amener, ce serait tellement facile, on écrit un petit bouquin, et puis hop, on va à la page 38 et on a la solution concrète. En fait, non, en fait, j'ai pas trouvé, et pourtant, vraiment, j'en ai croisé des enfants. Alors, il y a eu Yanis et Hugo, malvoyants, non-voyants, pardon, et bien, comme défi, j'avais le défi de donner du sens aux apprentissages. Oui, parce qu'en fait, créer l'image mentale du nombre, est-ce que c'est intéressant pour eux dans leur vie future? On amène quels objectifs? En fait, avec Yanis et Hugo, j'ai dû déstructurer toutes mes évidences dans mes attendus. Et puis il y a eu Juliette, Loïc, Elisa, Léo qui ont la trisomie. Alors, le défi pour eux, ça a été de susciter l'intérêt de l'apprentissage, parce que quand Juliette s'assied par terre en plein milieu de la classe, les bras croisés, et qui décide de ne plus rien faire du tout, il faut voir les choses un peu autrement, parce que cette vision idéale de se dire qu'on donne du sens aux apprentissages et que donc du coup tout va aller mieux, avec Juliette en fait ça ne marche pas. Donc on a dû créer dans la classe un baromètre gradué avec des mises en action d'apprentissage, avec l'aboutissement d'une récompense collective. On va tous applaudir Juliette parce qu'elle est arrivée au bout de son baromètre, où on va faire une petite danse ou des gros câlins, on fait tout ce que Juliette aime et qui la met au centre du groupe. Et puis alors il y a eu Maëlle et Jasmine qui ont tous les deux un trouble autistique. Alors là, il faut ouvrir les champs du possible, parce que quand on a la responsabilité de l'école de mettre la table chaque jour, et qu'un jour, une éducatrice hurle au plein milieu du réfectoire parce qu'un couteau est tombé sur sa tête, je me retourne vers Maëlle en lui disant « Maëlle, que se passe-t-il » En fait, les choses sont assez claires pour lui, il en avait trop, donc il fallait s'en débarrasser. Et alors c'est là où la technique de l'anticipation entre en jeu, parce que quand il arrive avec une pile de gobelets pour mettre la table, je me dis Maëlle, tu as beaucoup de gobelets, tu sais ce que tu vas en faire si tu en as de trop. Donc clairement, il faut ouvrir les champs des possibles. Et puis Louis, trouble de la personnalité, qui... Quand on lui demande d'affiner légèrement son travail, il n'hésite pas à casser son crayon en deux et à faire de sa feuille un avion qui traverse la classe. On peut dire qu'à ce moment-là, c'est la patience qui entre en jeu et une richesse dans la discussion qu'on va pouvoir mener par la suite. Avec tout ça, je peux assurer qu'il y a des grandes richesses pour tous les acteurs de terrain. Les enfants de l'école, tous les enfants de l'école, parce qu'ils sont plongés dans une réalité évidente, dans un équilibre social, et puis on les éduque
au regard de la différence. Et puis alors on peut être témoin de ce type de situation. En fait, je n'ai pas expliqué, mais c'est ma classe de première primaire. Quand les enfants reviennent d'une sortie au théâtre avec la petite Elisa dans leur classe qui a la trisomie et qui sont complètement choqués parce que les enfants des autres écoles ont passé leur temps au théâtre à se moquer d'Elisa. Et en même temps, ils sont très fiers d'eux parce qu'ils ont trouvé la solution de prendre sa défense. Et puis il y a aussi Juliette qui a la trisomie quand je la croise dans le couloir, et puis que je vois qu'elle guide Yanis qui est non-voyant dans les couloirs, et puis c'est pas tout parce que je vois tous les autres aussi autour qui ont un regard bienveillant pour s'assurer que tout se passe bien, et ils sont tous prêts à intervenir face aux moindres problèmes. Et puis alors il y a Yanis, non-voyant, qui explique à tous les camarades de la classe face à un défi qui est de deviner l'objet qui est caché dans le sac, et il dit les gars, je suis désolé mais je vais gagner parce que grâce à ma non-voyance, eh bien, j'ai développé d'autres sens, et donc désolé, je touche mieux que vous, je vais gagner. Et ça amène à des évidemment chouettes discussions. Et puis il y a aussi Oupi, qui est atteinte d'un spina bifida et donc qui doit porter des prothèses aux jambes. Alors elle a une super copine, et cette super copine parle de Oupi à la maison pendant des heures. Et ses parents, en fait, ils ont constaté son handicap seulement plusieurs mois après, quand ils ont rencontré Oupi à travers les couloirs de l'école. C'était pas du tout pour cette petite fille l'essentiel. Et puis alors il y a donc la richesse pour tous ces enfants, et puis la richesse pour les enfants en inclusion, parce que c'est leur permettre de les laisser vivre des situations ordinaires. Et puis alors il y a Émilie qui est multidis, qui s'est dévoilée dans son rôle de régulatrice de conflits dans la cour de l'école, un rôle établi par l'école, par son organisation, et elle est valorisée parce qu'elle est la seule en fait à être capable de canaliser certains enfants qui, comme on le dit trop souvent dans notre société, sortent du cadre. Alors j'ai quand même essayé d'amener quelques leviers de solutions. Je suis à combien de temps? Ok. Je vais peut-être être plus courte. On verra. J'ai amené 5 leviers. Il y a l'équipe. Il y a l'équipe qui pour moi est indispensable. Il faut de l'entraide, il faut du soutien, il faut accepter de se planter, et il ne faut pas juger. Il faut construire des échanges réflexifs autour d'une problématique pour augmenter le nombre de clés dans son trousseau. On doit pouvoir compter vraiment sur ses collègues pour pouvoir prendre le relais quand il faut. Il y a le levier personnel. On doit arrêter de culpabiliser, de constamment remettre en question nos qualités d'enseignante quand ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment, je le dis encore, accepter de se planter. Il faut aussi accepter le désordre, sortir du cadre, développer une certaine flexibilité, parce que dans notre école, pour aller dans l'espace court, on doit passer par une passerelle, et sous la passerelle il y a une rivière, et puis il y a un moment quand Juliette qui a la trisomie prend la canne de Yanis, non-voyant, et qu'elle balance la canne au-dessus de la passerelle qui arrive dans la rivière, bien en tant qu'enseignante on se retrouve avec des bottes dans la rivière pour aller récupérer la canne, et en fait il faut accepter ce désordre, et c'est là où l'équipe entre en jeu, et on doit s'entraîner. Et puis Sam, qui a ce besoin constant de manipuler dans les moments de réflexion, les moments de discussion, il faut accepter qu'il ait sa petite boîte de manipulation, et là je vous rejoins, qui peut être aussi proposée à tous les autres. Alors, patience, 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 et en fait moi, plus c'est le chaos, plus je suis calme pour ramener la sérénité dans la classe. Parce que quand Maëlle, qui a un trouble autistique, teste son moteur intérieur avec des bruitages incessants, je pense que la patience entre en jeu, et puis il faut trouver le bouton qu'on tourne pour diminuer les bruitages. Alors, ouvrir les champs des possibles. Quand je croise Maëlle dans le hall de l'école qui attend sa maman, je le vois courir à travers ce petit hall et qui tourne sans arrêt, et je vois les enseignants qui passent et qui disent « Maëlle, tu ne peux pas, assieds-toi ». L'enseignant rentre dans la salle des profs, il se lève, il
il retourne, sans arrêt. Le deuxième prof arrive, Maëlle, tu vas faire des accidents, assieds-toi. Et puis je passe, et je lui dis, tout va bien Maëlle? Non, ça ne va pas du tout. Moi j'ai besoin de me défouler, et tout le monde me dit d'arrêter. Et c'est là où il faut ouvrir les champs du possible, être créative et lui proposer des alternatives. Et c'est à ce moment-là qu'il me remercie parce que je lui ai dit simplement, en fait, comme tous vous pouvez le trouver, c'est de sauter sur place, c'est de se défouler évidemment autrement que dans la course. Et puis il y a comme levier évidemment les aménagements pédagogiques, et ça c'était toute la partie de Dominique aussi. Je suis dans une classe flexible, ça aide. En pédagogie active, ça aide. Où on amène la différenciation au quotidien, ça aide. Et où les enfants, depuis tout petits, sont amenés à l'autonomie, ça aide aussi. J'aime, moi, dans ma classe, quand j'accueille un enfant avec handicap, d'avoir une période suspendue. Je pense qu'en tant qu'enseignante, on a tellement envie de tout anticiper, de tout préparer à l'avance, de mettre en place un matériel bien ficelé. Et puis, quand on le met en place, c'est difficile de revenir en arrière, d'assumer le fait qu'en fait, il ne fonctionne pas tellement. Et donc, on va donner toute notre énergie pour que ce matériel qu'on a pris du temps à confectionner soit utile. Alors, gardons cette période suspendue d'observation avant de créer, avant d'imaginer, avant de proposer. Observons, observons, observons pour être au plus juste. Et puis, le dernier levier, c'est cette appartenance au groupe. Je trouve que c'est important de mettre les enfants dans une situation d'appartenance au groupe. Alors pour moi, dans ma réalité pratique, je différencie deux inclusions. Là où la différenciation amène l'enfant à être acteur dans les apprentissages et à se coller aux apprentissages qu'on fait dans la classe. Et puis, il y a pour ceux, comme par exemple Juliette, où c'est pas suffisant. Et donc, pour ces enfants-là, pour créer cette appartenance au groupe, j'essaye de me baser sur 3 critères. Soit je les lie au matériel que le groupe utilise, et donc cet enfant-là va utiliser le même matériel que les autres, soit sur l'objectif fixé, même s'il est évidemment adapté à ses capacités, soit sur le thème, la thématique qui est la même. C'est un de ces 3 éléments qui doivent être mis en action pour que l'enfant se sente appartenir au groupe. Alors je ne sais pas si je suis à la fin, mais je vais terminer en vous disant que osez vous lancer, et puis un jour peut-être comme moi, vous sentirez un certain vide ou un ennui certain quand il n'y a pas d'inclusion, quand une année, il n'y a pas d'inclusion dans votre classe. Merci beaucoup. Alors je vais essayer de parler un petit peu moins fort dans le micro, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont du mal à supporter. Donc voilà, je vais essayer de régler un petit peu ça. Donc je me représente, donc Ingrid Grillo du lycée intégral Roger Lallemand. Je suis directrice adjointe et je suis en charge des aménagements raisonnables ainsi que de l'accrochage scolaire. Donc avant de commencer la présentation, je voulais vous dire que voilà, mon PowerPoint sera copieux, mais je ne vais pas tout expliquer et je donnerai mon adresse mail à la fin de la présentation pour les gens qui veulent me contacter pour avoir le PowerPoint ou pour poser des questions. Parce que c'est impossible de tout expliquer en si peu de temps. Donc, alors, pour commencer, comme l'a dit Claire, nous, en fait, on applique la loi. Donc, depuis 2017, les écoles ordinaires doivent mettre en place des aménagements raisonnables et c'est ce qu'on fait au LIRL. Et toutes les écoles ordinaires devraient mettre en place les aménagements pour les élèves à besoins spécifiques. Ce soir, donc, je vais aborder différentes choses. Le contexte de l'école qui me paraît important pour comprendre notre mode de fonctionnement, la mise en place des aménagements raisonnables, le mode de communication qu'on utilise au LIRL pour transmettre les informations, les aménagements universels, comment se passent nos évaluations et les épreuves externes, les limites qu'on a rencontrées avec les freins, parce que voilà, on est dans le pratico-pratique et donc on en rencontre bien évidemment,
Les améliorations qui se sont faites tout au long de notre parcours, parce que voilà, tout ne s'est pas fait en une fois, il a fallu du temps pour réajuster, pour réessayer, pour tâtonner. Et alors aussi, on va parler du pôle, qui chez nous intervient beaucoup. Et je terminerai par expliquer les objectifs qu'on s'est fixés pour cette année, parce que chaque année, on essaie d'améliorer différentes choses. Alors, le contexte du LIRL. Donc, nous sommes une école à pédagogie active. Nous ne sommes pas considérés comme une école inclusive, mais nous sommes sur le chemin. Donc, voilà, nous essayons, nous faisons de notre mieux et nous améliorons à chaque fois nos pratiques pour tenter d'intégrer ou d'inclure le plus possible les élèves à besoins spécifiques, diagnostiqués ou non diagnostiqués. Donc nous sommes une école à pédagogie active communale, donc nous dépendons du PO de la commune d'Ixelles. Je les place, pardon, de Saint-Gilles, pardon. Nous avons un autre type de fonctionnement, avec des horaires différents, des outils, toute une façon de faire qui est très différente des écoles traditionnelles. Alors, pour donner quelques chiffres, pour être vraiment dans la réalité de notre terrain, on va dire, donc nous sommes à la 8e année du LIRL, donc nous sommes encore une jeune école en construction. Nous avons 615 élèves, nous sommes à notre rythme maximum, donc nous avons atteint notre rythme de croisière. Nous avons 81 professeurs, environ 192 élèves à besoins spécifiques diagnostiqués ou en cours de diagnostic. Nous avons aussi beaucoup d'élèves qui ne sont pas diagnostiqués puisque les parents n'ont pas toujours les moyens de faire les bilans nécessaires. Parmi ces élèves à besoins spécifiques, nous en avons 34 qui sont des élèves suivis directement par le pôle. Parmi ces élèves-là, nous avons aussi 48 élèves qui travaillent sur l'outil numérique, que ce soit la tablette ou le PC portable. Et ça fait 4 ans que je suis au poste de directrice adjointe et que je m'occupe des aménagements raisonnables. Alors, comment fait-on pour faire un état des lieux de tous les élèves à besoins spécifiques? Il y a différentes façons de le faire. Donc à l'inscription, souvent des parents osent nous dire que leur enfant a des troubles et donc voilà, ils se mettent en contact avec moi. Ça peut se faire aussi lors de la première réunion parents. Nous donnons un document qui est remis où le parent peut préciser quel trouble a l'enfant. Alors comme vous le voyez, j'ai écrit annexe. J'ai les annexes avec moi, je peux les montrer à la fin de la présentation pour ceux qui le désirent. Donc c'est un document qui est remis à la première réunion de parents, les parents complètent et je reprends contact avec eux. Parfois c'est des discussions avec les professeurs lors d'un entretien, un coup de fil le parent dit que l'enfant a été suivi et donc voilà, les professeurs reviennent vers moi ou parfois ce sont les parents. Donc il y a différents moments où les parents peuvent préciser que l'enfant a un trouble, ou parfois c'est en interne que les professeurs se rendent compte qu'il y a un souci avec un élève, qu'ils constatent des difficultés et ils reviennent vers moi, ou ça peut se faire aussi pendant les conseils de classe, lors les professeurs précisent qu'ils pensent qu'il y a une suspecte à un trouble et donc moi je prends contact avec les parents pour demander des informations. Alors une fois que je reçois le bilan, donc il faut toujours un bilan établi par un professionnel, une réunion avec les parents ou le parent et l'élève. Je sais que certaines écoles organisent ce rendez-vous sans l'élève. Pour nous, c'est impossible de le faire sans l'élève, c'est le principal concerné, et donc il doit être présent lors de ce rendez-vous. Nous établissons un protocole d'aménagement raisonnable, qui est une sorte de contrat entre l'école, l'élève et le parent. Ce contrat n'est pas figé, il peut évoluer en fonction des besoins de l'élève, et il y a des protocoles que j'ai déjà changés 3 fois, donc ça suit vraiment toute la scolarité d'élève au LIRL et en dehors du LIRL.
Et évidemment, ça se base aussi sur le bilan que j'ai reçu via les parents. Donc, suite à cela, pardon ? J'ai cru que quelqu'un avait dit quelque chose, non ? Alors, suite à cela, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de communiquer aux différents professeurs les aménagements raisonnables, parce que sans ça, ça reste qu'un bout de papier qui n'a aucune valeur au niveau de l'aide que peut recevoir un élève à besoin spécifique. Et pour cela, j'utilise différentes méthodes de communication, modes de communication. Donc, j'envoie un mail à tous les professeurs concernés en disant tous les AR que l'élève a besoin. Il y a des listes dans la salle des professeurs par classe. Il y a un fichier sur Teams où les professeurs peuvent aller chercher leur groupe classe, les élèves par trouble. Donc, tout ça est en ligne. Il y a aussi des classeurs dans la salle des professeurs par classe pour chaque élève. Et ce qui marche le mieux, finalement, ce qui fonctionne le mieux, malgré le fait que je fais tout ça, ce qui fonctionne le mieux, en fait, c'est de coller tout simplement les aménagements raisonnables dans le journal de classe de l'élève. Ça rassure l'élève souvent et ça aide les professeurs à avoir sous la main chaque fois ce qu'ils ont besoin pour que ça fonctionne bien en classe. Mais évidemment, chez nous, dans notre école, il y a beaucoup d'aménagements universels, mais j'expliquerai un petit peu après ce que sont les aménagements universels au LIRL. Alors, nous avons des ambassadeurs AR, donc ce sont des professeurs volontaires comme Harmonie, qui font le lien entre moi et le groupe de professeurs de chaque année. En début d'année, je fais une réunion avec tous les nouveaux professeurs pour expliquer comment se fait la mise en place des aménagements raisonnables dans notre école et pour répondre à leurs éventuelles questions. Et évidemment, à tout moment, il y a des échanges informels ou formels lors des réunions pour communiquer sur des suspicions, sur certains aménagements. Donc, il y a des contacts avec les professeurs ou dans la salle des professeurs, tout simplement, ou via mail. Alors, en fait, les aménagements universels, donc ce sont des aménagements qui sont indispensables à certains, utiles à plusieurs et nuisibles à personne, et donc ils sont vraiment profitables à l'ensemble de l'élève, et donc on essaye vraiment d'en mettre le plus possible en place. Alors, notre projet englobe pas mal d'aménagements universels, rien que par le fait du projet. Donc ici, vous avez un horaire type d'une semaine au LIRL. Et si vous voyez les parties oranges, ce sont les groupes de référence, les GR. Et les GR, ce sont des élèves qui sont mélangés de première à 6e humanité. Et ce sont des moments 4 fois par semaine, donc 6 périodes par semaine, où les élèves travaillent pour faire leurs devoirs, leurs leçons, corriger des évaluations, s'entraider. Il y a du tutorat qui est mis en place, il y a vraiment de l'aide à l'organisation et à la planification. Et évidemment, c'est pour tous les élèves la même chose et ça fait vraiment partie intégrante de notre projet au LIRL. Et c'est vraiment un moment très important au LIRL. Alors, évidemment, dans les lectures, on voit que les aménagements sont répartis en différentes catégories. Moi, je les ai catégorisés là pour les expliquer, mais dans les faits, ils ne sont pas catégorisés comme ça. Et vous pourrez d'ailleurs le voir sur les protocoles que j'ai amenés pour ceux qui s'intéressent de voir à quoi ressemble un de nos protocoles. Mais voilà, je les ai catégorisés parce que dans la loi, ils sont comme ça. Je ne vais pas tous les expliquer. Donc ça, ce sont des exemples d'aménagements universels mis en place pour tous les élèves de l'école. Et donc, par exemple, tous les élèves peuvent chipoter à quelque chose pour se concentrer. Évidemment, ça doit être un petit objet qui ne déconcentre pas et qui ne fait pas de bruit. Par exemple, j'amène des élastiques qui sont en fait des chambres à air que je récupère chez Decathlon.
et qu'on attache au banc des élèves, AR ou pas AR, un enfant qui en a besoin, ben on lui donne un élastique pour pouvoir bouger ses jambes en classe. Aussi, donc, ce que je voulais dire, préciser, nous avons des listes de priorités, donc ça j'ai pris aussi avec moi, c'est justement en groupe de référence. Souvent les élèves ne savent pas par quoi commencer, et donc c'est une liste de priorités qui a été faite par les professeurs, qui explique dans quel ordre ils doivent faire les choses pour prioriser, et donc cette liste est plastifiée, et l'élève check à chaque fois pour arriver à faire les choses dans l'ordre, et il peut effacer évidemment puisqu'elle est plastifiée, et il recommence, et le but c'est qu'il devienne autonome et que ça devienne un petit rituel. Ben, les élèves qui n'ont pas d'AR peuvent aussi utiliser cette fiche liste des priorités ou to-do list. L'ordinateur est aussi utilisé pour différents travaux en dehors de l'école, ils ont le choix de pouvoir le faire. Alors, au niveau pédagogique, on va dire ça comme ça, voilà, la police d'écriture, l'espace entre les lignes, les pages sont référencées, numérotées. Alors, nous pratiquons le recto verso, mais ce qu'on demande aux professeurs, c'est de ne pas lier le verso au recto, pour pas que l'élève doive retourner sa feuille, parce que pour certains troubles, c'est compliqué de retourner la feuille à chaque fois. Alors, concernant les évaluations et les épreuves externes, donc évidemment nous accordons le tiers-temps supplémentaire et il est mis en place de différentes façons, mais c'est Harmonie qui va expliquer ça après. Alors, on a trouvé un petit truc au LIRL pour rassurer les élèves. Donc en fait, les élèves écrivent AR sur leurs sur leur évaluation. En fait, ça permet de les rassurer, ça permet aux professeurs, quand ils corrigent, de se rappeler que l'élève a un trouble et de corriger l'évaluation en fonction du trouble. On ne corrige pas de la même façon un élève qui a le trouble dysorthographique, ben on ne corrige pas la copie de la même façon qu'un autre élève. Pour les épreuves externes, ben évidemment, tout ce qui est mis en place pendant l'année pour l'élève à besoins spécifiques est mis en place pour les épreuves externes, CEB, CE1D, CESS. Il y a des choses qu'on met en place pour tous les élèves. Donc, par exemple, nos locaux sont adaptés. Donc, en fait, on vide les murs des locaux, on enlève tous les stimuli, toutes les affiches. On retourne tous les bancs dos aux fenêtres, AR ou pas AR, et les élèves en aménagement raisonnable, comme ils sont très nombreux dans notre école, donc ils sont un tiers des élèves de l'école, ils sont mis dans deux autres classes, et ils sont surveillés par des professeurs volontaires, des agents du pôle et par moi-même, et donc je choisis en fonction des troubles la place de chaque élève pour tenir compte des besoins de l'élève. Et chaque année, en fin d'année, j'organise une petite réunion avec tous les élèves à besoins spécifiques avant les épreuves pour les rassurer, pour leur expliquer comment ça va se passer, à quoi ils ont droit et surtout pour répondre à leurs questions. Alors évidemment, tout au long du parcours, on a rencontré quand même des freins et des limites. Parfois, le raisonnable est déraisonnable. Donc voilà, on ne sait pas tout accepter non plus, c'est parfois compliqué. Ce qui est compliqué des fois pour nous aussi, c'est qu'on a des très grandes classes, donc 26, 27, 28, parfois 29 élèves. Et dans ces classes, il y a beaucoup d'élèves à besoins spécifiques. Et en plus, il y en a parmi eux des élèves qui cumulent 1, 2, 3, 4, voire 5 troubles. Et donc, ça complique la tâche des professeurs, même avec toute la bonne volonté du monde, ce n'est pas facile. Alors, ce que j'ai mis en vert, c'est parce que ce sont des choses qu'on a bien améliorées. Et donc, on a remarqué que la formation de base des enseignants n'était pas suffisante, que la gestion du matériel, les clés USB pour les ordinateurs, c'était compliqué,
Et la gestion des ordinateurs pour les élèves qui utilisent un ordinateur, le bazar qu'ils ont dans qu'un élève peut avoir dans son sac, ils se retrouvent sur le bureau de leur ordinateur. Ils ont jeté des travaux, ils ont perdu, donc voilà, c'est toute une gestion qu'il faut faire avec eux. Alors, pour pallier à tout ça, on a tenté de trouver des solutions. Donc, les professeurs sont formés chez nous à l'école par le pôle. Donc, on a organisé un atelier où en fait on met les professeurs en situation. Donc, cet atelier s'appelle Vie ma vie. Et donc, les professeurs se retrouvent en situation de trouble pour qu'ils ressentent vraiment qu'est-ce que peut ressentir un élève qui a des troubles. Et évidemment, ils ne le font qu'un après-midi, donc il faut s'imaginer que ces élèves-là, ils le vivent toute la journée, 5 jours semaine. Donc on a aussi mis un atelier en place pour les élèves de première et deuxième, des élèves qui ont des ordinateurs ou des tablettes. Et pendant 3 semaines, pendant 9 après-midi, donc ils vont apprendre à organiser leur ordinateur, à trouver toutes des solutions pour être plus efficaces ou pour contourner la difficulté. Et donc ça aussi c'est organisé avec le pôle. Nous avons mis en place un journal de classe numérique. Les clés USB, on demande à tous les professeurs d'en amener une. Ça a été très très compliqué, j'avoue, que tous les profs aient leurs clés USB. Et il a fallu du temps, mais ça y est. Les coller dans le JDA, dans le journal de classe, chez nous on l'appelle le JDA. Ça a été aussi une facilité pour les élèves et pour les professeurs. Et alors, ce que je voulais encore dire, c'est que, lors de mes rendez-vous avec les élèves à besoins spécifiques et leurs parents, j'ai remarqué que souvent, ils ne connaissaient pas leurs troubles et ne savaient rien expliquer sur leurs troubles. Et donc, maintenant, depuis 3 ans, on leur demande de faire une petite activité sur leurs troubles pour comprendre leur mode de fonctionnement et trouver des stratégies de contournement. Ce n'est pas une activité en plus qu'on leur demande, c'est une des activités. J'ai d'ailleurs pris avec moi, donc vous pourrez les consulter après. Et alors, un super truc qui est arrivé depuis l'année passée, donc c'est une professeure qui a mis en place un atelier le vendredi après-midi qui est ouvert à tous les élèves de l'école, à besoins spécifiques ou non. Et en fait, il crée des petits outils pour les élèves qui en ont besoin, donc des lattes de lecture, des fidgets à chipoter, des isoloirs, et après, il distribue dans l'école où il m'en donne pour que moi je puisse les distribuer aux élèves qui en ont besoin. Donc voilà. Alors le pôle chez nous est très actif, il est là pour aider les élèves à besoins spécifiques et pour soutenir les professeurs dans leur travail. Et chez nous, on travaille comme évidemment il y a 34 élèves à besoins spécifiques qui sont suivis par le pôle. Ils sont très très présents dans notre école, pas seulement pour les élèves du pôle, mais pour tous les élèves. Ils sont souvent régulièrement en classe. Ils sont là, ils organisent des formations avec nous en collaboration. Ils sont là pour l'échange de bonnes pratiques. Ils créent aussi des documents avec nous, des documents pour les professeurs, des documents pour les élèves. Ils nous soutiennent lors de situations problématiques, comme l'année passée nous avons eu des difficultés en première différenciée, ils étaient là pour nous soutenir. Donc voilà, il y a une grande collaboration et évidemment ils sont présents aussi lors des conseils de classe. Alors ça c'est les objectifs, donc j'essaye de me fixer chaque année des petits objectifs à améliorer. Et cette année, un des objectifs c'est améliorer les documents pour les élèves. Donc même si on essaye de ne pas faire de lien entre le verso et le recto d'une page, on s'est rendu compte que certains documents n'étaient pas assez adéquats aux élèves. Par exemple, des professeurs qui font des photocopies de livres ou de journaux, l'écriture n'est pas la bonne. C'est un tout petit peu flou. Alors pour les personnes qui n'ont pas de troubles, ça ne pose pas trop de problèmes, mais
pour un dyslexique, c'est très problématique. Et donc, voilà, le projet, c'est de faire un cours pour certains professeurs pour trouver des outils numériques pour améliorer la présentation des documents. Encore mieux, clarifier les aménagements universels, parce que, voilà, ils sont là, mais souvent, les élèves nous disent qu'ils n'ont pas d'aménagement. Ils pensent qu'ils n'ont pas d'aménagement, et donc, on voudrait les afficher dans les classes pour qu'ils se rendent compte de tous les aménagements qui sont mis en place sans qu'ils s'en rendent compte. Voilà, il y a différentes choses qu'on veut encore faire pour améliorer notre système. Et une des choses qu'on voudrait faire aussi cette année, mais c'est toujours en collaboration avec les élèves, c'est créer des bancs plus hauts qui seraient adaptables en fonction de la taille des élèves pour les élèves qui ne tiennent pas en place et qui ont du mal à rester assis pendant des heures, même si chez nous il y a beaucoup de travaux de groupe et qui bougent beaucoup en classe, mais c'est quand même de longues journées. Rien que vous rester assis ici là, pendant plus d'une heure, c'est parfois très fatigant, mais pour ces élèves-là, ça devient un vrai calvaire et donc permettre à des élèves de se lever, de nouveau, aménagement raisonnable ou pas, aux élèves qui en ont besoin. Donc voilà, pour des questions et des clarifications, il va y avoir un moment juste après. Mais si jamais vous voulez que je vous envoie le PowerPoint ou vous avez des questions, voici mon adresse mail qui est très facile au lire, ingrid@lire.be, et je n'hésiterai pas à vous répondre. Et là, je passe le micro à ma collègue Harmonie qui va enchaîner. Comme Ingrid l'a dit, au bout d'une heure, c'est un peu long. Mon intervention durera 6 minutes. Voilà, on va finaliser un petit peu. Donc, pour me représenter, je m'appelle Harmonie et je suis prof d'anglais au LIRE. Je viens surtout vous parler de ce que ça signifie, en mon sens, enseigner et surtout enseigner avec les troubles d'apprentissage. Et donc, moi, j'arrive en 2021 au LIRE. C'est ma 5e école en tant qu'enseignante ou éducatrice. Et c'est la première fois que j'entends parler de troubles d'apprentissage autres que dyslexie et TDAH. C'est aussi la première fois que je me trouve dans une école où en fait on fait quelque chose à ce sujet et où on essaye d'aider les élèves. Sauf que, gros moment de stress pour moi parce que assez jeune prof, et là dans le coup on m'annonce un nouveau modèle. Je ne connaissais pas le LIRE, je viens de l'école classique, donc l'école à pédagogie active, je n'ai aucune formation, et donc ça ajoute un peu de stress. Résultat, moi je vais surtout vous parler de la charge mentale que ça peut créer d'avoir des élèves avec des troubles dans une classe. Ingrid l'a expliqué, on a 25 à 27 élèves, parfois plus, en classe. Ça peut créer vraiment des gros soucis. On a d'abord la préparation du cours. Quand on est prof, on prépare nos cours. On doit d'abord se dire, ok, dans mon programme, je dois mettre ça en place. Qu'est-ce que je fais pour rendre ça intéressant? Il faut aller plus loin maintenant. C'est se rappeler de toutes les règles de typographie, de taille, pas de recto verso. C'est des choses qui sont énergivores, mais on peut le faire parce qu'on est seul face à son ordinateur, face à son travail. Donc on peut le mettre en place. Ça se complique quand on arrive en classe. Puisque j'ai en moyenne 5 à 6 classes par année, avec une moyenne de 25 élèves, 5 à 7 élèves en trouble par classe. Sauf que, évidemment, ça crée des disparités de niveau, puisqu'il y a des troubles, on a des hauts potentiels, on a des élèves dans la même classe qui ont des troubles du langage écrit, du langage oral, ce qui crée un énorme gouffre entre ces élèves et les autres élèves au milieu, et on se retrouve dans une situation où il faut penser à tout. Quand j'y pensais à tout, avoir sa clé USB, avoir le matériel nécessaire, être sûr d'avoir suffisamment de matériel si besoin pour les élèves. On se retrouve dans le dilemme de comment est-ce que je peux aider tout le monde sans léser personne? Comment est-ce que je peux m'assurer de ne pas perdre l'attention des 26 autres élèves pendant que je m'occupe du 27e qui a un problème sur son ordinateur, qui en fait n'est même pas du tout sur la bonne page de cours et qui prend note au mauvais endroit de la mauvaise chose? Et comment est-ce que je m'assure que les quelques élèves qui ont peut-être beaucoup plus de facilité ne s'ennuient pas, ne perdent pas le cap et au final perdent tellement le fil qu'ils n'ont pas compris la matière. Et donc c'est vraiment quelque chose qui peut être très culpabilisant dans la manière de donner cours, et il faut vraiment le conscientiser pour se dire aussi, déjà se rassurer, c'est-à-dire on fait ce qu'on peut, on fait au mieux, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a la difficulté, puisqu'on a une manière de travailler un peu différente au LIRE. Je suis prof d'anglais, je suis
le prof d'anglais, je donne plein de devoirs. Et donc, quand je donne des devoirs, je ne leur demande pas systématiquement de les remettre en classe parce que je ne les verrai pas le jour où ils doivent me le remettre. Donc, c'est de le remettre dans mon casier. Alors, ça peut être facile pour certains, mais quid de tous les élèves qui sont sur l'outil numérique? Il faut penser à leur rappeler, n'oublie pas de me l'envoyer par mail. Si tu ne sais pas m'envoyer par mail, je vais devoir te faire parvenir ma clé USB, mais ça veut dire déranger le cours de quelqu'un. Ça demande une organisation quand même assez spécifique. Et puis bien sûr, ne jamais perdre de vue lorsqu'on corrige ou quand on fait les commentaires et les bulletins, ne pas perdre de vue les apprentissages, les aménagements, pardon. Et notamment, c'est vrai que les élèves mettent AR sur leur copie, mais il faut arriver à se rappeler de quel AR. Je veux dire, j'ai des élèves qui sont dyscalculiques, leur dyscalculie impacte beaucoup moins l'apprentissage de l'anglais qu'il n'impacte l'apprentissage des maths. Donc ma correction pour un élève en AR qui est dyscalculique, dyslexique, dysorthographique, doit aussi être différent. Donc il faut aussi se rappeler de ça. Et tout ça nous donne donc une bonne charge mentale. Alors moi, je vais vous parler de ce que je mets en place dans ma classe pour essayer d'alléger les choses autant pour moi que pour les élèves. Mes collègues font plein d'autres choses également. Ça dépend des cours qu'on donne, évidemment. Tout d'abord, j'ai enfin compris depuis 2 ans, c'est ma 4e année à lire, comment bien utiliser la clé USB. Et les élèves de ça, ils me connaissent depuis maintenant 2-3 ans pour certains. J'ai 3 années différentes, donc j'ai 3 clés USB différentes, de couleurs différentes. Et sur chaque clé USB, j'ai un dossier par élève, avec son nom. Ce qui peut être très drôle parce que les élèves aiment bien renommer leur dossier, donc à moi de découvrir maintenant à qui appartient quel dossier. Et donc, chaque élève sait où est ma clé USB. Et donc c'est beaucoup moins stigmatisant parce que quand je distribue le cours, il ne va pas me demander tiens, elle est où ta clé USB? Ils savent où elle est. Donc ils se lèvent, ils vont chercher ma clé USB sans problème, ils savent laquelle prendre, ils se branchent, ils savent exactement où ils doivent aller pour prendre les documents et surtout où ils doivent déposer leurs documents, leur évaluation, etc. Ça leur offre plus d'autonomie. Moi, ça me soulage quand même parce qu'en gros, je dois juste penser à avoir ma clé USB, mais après, c'est plus dans mes mains. Le temps supplémentaire, Ingrid en a parlé. Le carton des aménagements raisonnables, moi je l'applique pour tout le monde. Je prévois toujours une évaluation et j'augmente le temps qu'il faut parce que je me dis, déjà l'apprentissage d'une nouvelle langue est stressant, donc autant avoir le maximum de temps possible. Et pour les élèves qui sont TDA avec ou sans hyperactivité, étant donné qu'ils ont tendance à donner beaucoup d'énergie au début et donc ne plus en avoir tellement sur la fin et perdre l'attention, ils ont exactement le même nombre d'énoncés que l'évaluation de leurs camarades, mais ils ont moins d'exercices. Donc là où certains ils vont avoir 20 phrases à conjuguer au past perfect, imaginons, les élèves qui ont un TDA, TDAH, ils en auront 10 à 12. De manière à les rassurer, et moi ça me permet toujours de voir compris ou pas compris et comment les aider. Autre chose que je fais par rapport au temps, c'est que je négocie la remise des travaux. Je suis toujours ouverte à la négociation des dates de remise. Évidemment pas au dernier moment. Mais je préfère qu'un élève vienne me trouver la veille de la remise d'un devoir et me dise en fait Harmonie, avec les évaluations, avec les devoirs, je panique, j'y arrive pas, je vais bâcler le truc. Ok, quand est-ce que tu penses pouvoir me le rendre plus tôt? On établit une nouvelle date ensemble et je fais un report. Mais à aucun moment je ne vais supprimer un devoir. Ils vont devoir faire le travail, mais ils auront plus de temps pour le faire. Ça les rassure et ils performent déjà beaucoup mieux aussi à ce niveau-là. J'ai pris, ayant moi-même mes propres troubles, j'ai pris l'habitude d'avoir mon propre matériel, donc j'ai des casques anti-bruit, j'ai des objets, des petits fidgets aussi que je peux de temps en temps donner. C'est souvent des bics avec lesquels ils peuvent jouer parce qu'ils aiment bien ça ou dessiner. Donc j'essaye toujours d'avoir ça avec moi. Bien évidemment, ça se fait penser à la charge mentale. Il faut que je pense le jour des évaluations, prends tes casques anti-bruit, etc. Mais j'essaye de mettre ça en place. Et le point le plus important, c'est que j'essaye de m'adapter au profil. Et donc, quand je commence une année, je vais voir la liste des élèves diagnostiqués qui ont un trouble, et j'essaie de trouver 2-3 minutes pour aller les trouver et de dire, toi, c'est quoi ton stress par rapport à ton trouble, par rapport à ma matière? Et comment est-ce qu'en anglais, je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux mettre en place et de quoi tu as besoin? Et ça les rassure en fait énormément. Ils ont souvent les mêmes réponses, mais ça les rassure de dire, ok, elle sait que j'ai des troubles, elle s'inquiète de mon apprentissage de sa matière, et donc la confiance se fait beaucoup mieux et ils se sentent beaucoup moins stigmatisés. Voilà, ça c'est les manières que moi j'ai de faire mes cours. Et alors, comme Ingrid l'a dit, je suis ambassadrice AR depuis 3 ans, avec la même année, ce qui est intéressant parce que ça veut dire que je connais très bien les élèves maintenant et que justement ça aide encore plus. Pourquoi est-ce que je suis ambassadrice?
Comme j'ai dit, j'ai mes propres troubles, et donc être ambassadrice, c'est ma forme d'aménagement raisonnable pour moi. Ça me permet de toujours penser, et donc de ne pas oublier, et de ne pas zapper des élèves, ou de faire attention dans ma création de cours, etc. C'est vraiment quelque chose qui est toujours là, et qui fait que je n'oublie pas les élèves ayant des troubles. J'avais jamais prévu de devenir prof, mais quand je le suis devenue à la base parce que j'aime bien aider les autres, et j'aime bien partager ce que j'aime, notamment moi c'est l'anglais. Et donc, être ambassadrice, ça me permet de soutenir mieux les élèves, parce que j'en apprends toujours plus, et de venir en aide à mes collègues lors des conseils de classe, lorsqu'il faut que je rappelle, mais écoutez, c'est normal que cet élève soit en échec en sciences et en maths par rapport aux autres matières, rappelez-vous, ces troubles sont ceux-là, donc il faut le garder en tête. Et c'est un rôle qui me plaît beaucoup. Et puis, étant de nature extrêmement curieuse, ça me permet de toujours apprendre plus. Parce que oui, il y a la dyscalculie, mais il y a autant de formes de dyscalculie qu'il y a de dyslexique d'une certaine manière, et donc j'en apprends chaque année un peu plus sur les différents troubles à travers les élèves, de par le rôle d'ambassadrice. Et puis, de nouveau, c'est une manière pour moi de voir, même si ça ne fait que 4 ans que je suis là, d'où on vient par rapport à où on était il y a 4 ans avec les aménagements raisonnables au LIRL, où on est aujourd'hui, et tout ce qu'on pourrait mettre en place pour la suite, et auquel j'ai envie de participer dans les discussions. Et donc voilà pourquoi c'est un rôle que je trouve qui est très très important au sein de notre école. Et voilà, ça me dit c'était court. Voilà, un tout grand merci aux 4 intervenants. Alors on passe à la deuxième partie de cette soirée, qui est un moment d'échange.